Le foulard islamique. Comédie de Hedba El-Fatmi. Acte 9. Monsieur le procureur général regarde avec attention sa liste de témoins. Elle est encore longue et des personnes continuent à s'inscrire. La principale caractéristique d'un procès transmis en direct, c'est que tout le monde veut y participer. Il ne croit pas si bien dire. Nous entendons une grande agitation de l'autre côté de la porte. Apparemment, un homme essaie d'accéder à la salle. La lourde porte en bois s'ouvre avec fracas. Un homme à l'allure distinguée fait son entrée. Le gardien essaie en vain de l'empêcher. Trop tard, l'homme est déjà arrivé à hauteur de monsieur le procureur général. Nous reconnaissons que c'est un bien bel homme. Nous allons donc le décrire soigneusement puisque vous insistez. L'homme est grand de taille. Suite de description, voir la page 6 de votre imagination. Il porte un costume blanc, bien coupé, une large cravate noire. Ses cheveux mi-longs sont d'un noir de jaillisse. Il ne porte ni barbe, ni moustache, ayant eu sûrement vent de l'éventuel futur procès de la barbe. Madame le juge n'aime pas beaucoup les intrusions dans son tribunal. Toutefois, comme il s'agit d'un bel homme, nous avons pu le constater, elle est prête à l'entendre. Monsieur, vous n'avez pas le droit d'interrompre la séance de ce tribunal. L'inconnu se dirige vers elle et lui fait une profonde révérence. Don Juan de Malto pour vous servir, madame. Toute la salle s'écrie, grandement surprise. Don Juan de Malto? Madame le juge ahurie prononce. Voyons, monsieur, Don Juan de Malto n'existe pas. Oh si, madame le juge, j'existe bel et bien. Dans votre siècle de décadence, vous ne me voyez peut-être pas, mais je suis réel. J'ai traversé plusieurs siècles et j'ai voyagé dans le temps pour être ici avec vous aujourd'hui. Don Juan de Malto sort une montre en or de sa poche. Il l'ouvre, regarde l'heure et soupire. Pour peu, j'allais rater le procès. Je me suis trompé à 2 reprises. Je suis d'abord sorti dans un tribunal où on jugeait quelqu'un du nom de Galilée qui avait dit que la terre était ronde. Je me suis dit que si ce Galilée avait découvert que la terre était ronde, il pouvait bien s'arranger tout seul et je suis reparti. Puis j'ai atterri au procès de George Sand qui avait osé porter un pantalon en 1838. Chopin était présent, alors je suis ressorti. Enfin, me voilà présent avec vous, qui, au XXIe siècle, vous jugez une femme qui porte un foulard. Monsieur le procureur général n'est pas très content et n'a pas cru un seul mot de ce que Don Juan de Malto a débité. Bon, Don Juan de Malto, supposons que vous le soyez vraiment. Que venez-vous faire dans ce tribunal? Mais apporter mon témoignage, évidemment. Quel témoignage peut apporter Don Juan de Malto dans une affaire de foulard islamique? C'est ce que vous allez entendre dans mon témoignage. Vous ne pensez tout de même pas que ce tribunal va sérieusement vous écouter? Madame le juge intervient. Et pourquoi pas, monsieur le procureur général? Il ne s'est pas inscrit dans la liste des témoins. En plus, nous ne sommes pas assurés de son identité. Monsieur le procureur général, c'est moi le chef ici, et je décide d'écouter Don Juan de Malto. Don Juan de Malto, à vous la parole. Madame le juge bat des cils en s'adressant à lui, mais nous sommes les seuls à le remarquer. Chut. Don Juan de Malto lui jette un regard séducteur et dit « Avant de commencer mon témoignage, il y a une chose qui me tient très à cœur. » Et il appelle à haute voix Charlie. « Charlie, Charlie, ma guitare !» Monsieur le procureur général demande « Qui est Charlie ?»« C'est mon valet, bien sûr. Vous n'avez pas de valet, vous ? Sincèrement, vous devriez. » Charlie, un jeune garçon qui ne doit pas avoir plus de 17 ans, apparaît sans que l'on sache par où il est entré. Il donne une guitare à son maître et disparaît rapidement. Don Juan de Malto prend la guitare d'un geste adroit et en gratte les cordes, faisant retentir de très belles notes. Monsieur le procureur général n'en revient pas. Il se tourne vers madame le juge indignée.
Madame le juge, vous allez permettre cela? C'est un profond manque de respect à ce tribunal. Monsieur le procureur général, taisez-vous. Je n'ai jamais écouté une aussi belle musique. Don Juan de Malto se place en face de Nour. Il met un genou à terre, continue à gratter les cordes de sa guitare et soudain, il commence à chanter une sérénade. Belle dame, encore plus belle est votre âme. Quand plus rien ne va, alors cherchez la femme. Il répète encore le refrain, puis il fait une profonde révérence à Nour avant d'appeler « Charlie, Charlie !» Charlie apparaît comme par miracle, prend la guitare que Don Juan de Malto lui tend et s'en va. Monsieur le procureur général, qui a beaucoup de choses à reprocher aux mœurs de ce Don Juan de Malto venu d'on ne sait où, essaie d'avoir une voix calme quand il prononce. Don Juan de Malto, maintenant que vous avez chanté, vous voulez bien vous asseoir à la barre des témoins pour nous citer votre intervention. Je préfère rester debout. Je suppose que vous avez apprécié ma sérénade. Je n'ai pas travaillé ma voix depuis si longtemps. Cela fait presque un demi-siècle que je cherche une femme habillée à qui chanter une sérénade. Il fait quelques pirouettes sur le sol du tribunal et vient s'asseoir sur la table du dessinateur. Il croise ses longues jambes et s'installe confortablement. « Nour, vous savez qui je suis, bien sûr. »« Oui, Don Juan de Malto. »« Vous n'êtes pas surprise que je sois ici. »« Non, je savais que vous alliez venir. Je vous attendais. » Madame le juge, monsieur le procureur général, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vais vous parler d'une rencontre intéressante que j'ai faite alors que je traversais les siècles. Au XIXe siècle, j'ai rencontré Baudelaire. Il était assis à un café parisien. Il écrivait le poème suivant. À une passante. La rue assourdissante autour de moi hurlait. Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse. Une femme passa. D'une main fastueuse, soulevant, balançant le festin et l'ourlet. Agile et noble, avec sa jambe de statue, moi je buvais, crispé comme un extravagant. Dans son œil, ciel livide où germe l'ouragan. La douceur qui fascine et le plaisir qui tue. Un éclair, puis la nuit. Fugitive beauté, dont le regard m'a fait soudainement renaître. Ne te verrai-je plus que dans l'éternité, ailleurs, bien loin d'ici, trop tard, jamais peut-être, car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais. Ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais. Leila dit à voix basse. Vous y comprenez quelque chose? C'est qui ce Baudelaire? Depuis que ce Don Juan de Malto a débarqué, je ne comprends plus rien du tout, répond Choroc. Indifférent à l'effet qu'il produit sur la salle, Don Juan de Malto continue. Vous allez certainement me dire que Baudelaire était rongé par l'opium et la vie de dépravation qu'il menait. Je vous dirai que c'était un homme avant tout, qui écrivait un poème d'amour à une femme dont il n'avait rien vu, une femme qui ne faisait que passer. Vous croyez que l'on peut écrire ce genre de choses à une femme qui sort dans la rue à moitié nue? Je vous jurerai que non, jamais. Don Juan de Malto se lève, fait quelques pas et s'arrête à la première rangée de gauche. Nous nous en souvenons encore. Elle est occupée par des femmes aux tailleurs noirs et coupes courtes. Cette fois-ci, c'est à elles qu'il s'adresse. « Mesdames, vous n'avez pas la nostalgie des temps heureux où un homme vous aimait sans même vous avoir vu? Des temps où un homme attendait dans le froid que vous lui jetiez un mouchoir parfumé de votre balcon? Ces amours-là, mesdames, ils duraient toute une vie. Vous savez pourquoi? Parce que vous laissiez à l'homme des choses à deviner, un peu de mystère. Je sais bien que l'époque actuelle, vous avez d'autres soucis qui vous préoccupent. Mesdames, c'est sans doute vous qui payez les traites de l'appartement. Oui, douce toutes les femmes avec un lent soupir. Vous qui faites le marché. Oui,
vous qui cuisinez, oui, vous qui vous occupez des enfants, oui, vous qui portez le lourd fardeau, oui, vous avez toutes besoin qu'un homme prenne soin de vous et vous offre un foyer sûr, une rose chaque matin, qu'il fasse la vaisselle. Oui, 3 femmes éclatent en sanglots. Les autres ferment les yeux avec un sourire béat et semblent plongés dans de belles méditations. Eh bien, mesdames, cet homme-là, il n'existe plus. Cette fois-ci, toutes les femmes sanglotent sans exception. De profonds pleurs agitent le tribunal. 2 larmes descendent sur les joues de madame le juge. Mais vous pouvez le récupérer. D'un coup, les pleurs s'arrêtent. Toutes les femmes crient. Comment? Couvrez-vous un peu et retrouvez un peu de votre innocence. Évitez les regards provocateurs de cinéma. Un peu de pudeur, mesdames, un peu de pudeur. Toutes ces histoires actuelles de « je te plais, tu me plais, allez hop, on fait des choses », ça ne peut pas durer éternellement. Monsieur le procureur général proteste. « Ah non, et pourquoi, s'il vous plaît, nous sommes libres ?» Eh bien, tout simplement parce que vous ne tiendrez pas le coup. Vous osez dire cela avec des preuves à l'appui, monsieur le procureur général. Dans le pays des libertés, toutes les libertés d'environ 250 millions d'habitants, 30 millions souffrent de problèmes d'ordre personnel. Vous croyez que c'est dû à quoi? Monsieur le procureur général se tait. Trop de liberté, trop de chair exposée à la langue, c'est écœurant. Les autres pays de l'Occident suivent, bien sûr, et après eux, il y aura vous. Bien sûr, les laboratoires cherchent à produire des remèdes. Ils ont inventé le Niagara. Beaucoup d'entre vous en prennent, peut-être. Bien sûr que non. Pour qui nous prenez-vous? Les hommes présents, surtout ceux de la rangée de gauche, détournent le visage. La plupart regardent le plafond. Je vais vous avouer, d'ailleurs, ma réputation m'a certainement précédé, que j'étais un homme très volage. J'ai toujours cherché à plaire aux femmes et à travers les siècles, j'ai eu beaucoup de succès. Mais les derniers 100 ans, je me suis converti en ermite. J'ai commencé à avoir peur des femmes prêtes à me dévorer, surtout avec la crise actuelle. Enfin, vous comprenez bien sûr où je veux en venir. Les choses ne sont plus ce qu'elles étaient avant et cela se fait sentir. C'est pour cela que je suis venu aujourd'hui vous faire bénéficier de mon expérience de Don Juan invétéré. J'ai pensé qu'il pourrait vous être utile, surtout à vous, messieurs. Don Juan de Malto se dirige vers Nour, à qui il demande. Nour, s'il vous plaît, il y a un verset du Coran où Dieu interpelle les croyants hommes qui précède celui ordonnant aux femmes de porter le voile. Oui, c'est le verset 30 de Sourate Nour, la lumière. Dit aux croyants qu'ils baissent leur regard et gardent leur chasteté, c'est plus pur pour eux. Dieu est bien informé vraiment de ce qu'ils font. Traduction de M. Mohamed Hamidullah. Messieurs, dans le Coran, rien n'est dit au hasard. L'humanité entière finira par le découvrir. En attendant, vous allez laisser Nour et son foulard islamique tranquilles. Madame le juge, voulez-vous m'épouser? Quoi? La question retentit dans les murs du tribunal. L'assistance répète les 5 lettres de ce mot. Les 4 amis que nous connaissons murmurent. Ça alors? Madame le juge, voulez-vous m'épouser? Don Juan de Malto se met à genoux. Heureusement, le parquet du tribunal est propre, sinon il pourrait salir son costume blanc. Madame le juge est toute rouge d'émotion. Don Juan de Malto, je ne sais pas quoi vous dire. Vous n'êtes pas musulman. Je vais le devenir tout de suite et par profonde conviction. Devant toute l'humanité, j'atteste qu'il n'y a pas de Dieu autre qu'Allah et que Mohammed est son prophète. Maintenant, madame le juge, vous voulez bien m'épouser? Bien sûr que oui, Don Juan de Malto. À partir de ce jour, je ne suis plus Don Juan de Malto. Je suis Don Juan Rachid. Charlie, l'aidoul. Charlie apparaît accompagné de 2 hommes en djellaba. L'acte de mariage est déjà dactylographié. Il ne manque plus que la signature de madame le juge et celle de Don Juan Rachid dont le nouveau nom est clairement indiqué. Les formalités ne durent que quelques minutes. Don Juan Rachid donne ses ordres à Charlie de préparer leur départ. Madame le juge, je vous appellerai ainsi jusqu'à ce que nous quittions ce tribunal. Il faut partir. Monsieur le procureur général, furieux, ne peut se contenir. Madame le juge, vous n'allez pas nous quitter comme cela. Nous avons un procès en cours. Terminons-le en vitesse. Qu'est-ce qu'il vous reste à dire, vieux chenapan? Madame le juge, j'ai encore une liste de témoins qui n'ont pas comparu.
Vous ne pensez tout de même pas que je vais écouter quelqu'un après Don Juan Rachid? Et puis, il y avait des chefs d'inculpation. Lesquels? Je les ai oubliés. Ah, moi aussi. Allez chercher dans les premières pages du livre, monsieur le procureur général qui ne vaut rien. Madame le juge, je les ai trouvés, page 7 ou plus, je vais vous les citer. Non, je n'en ai pas besoin. Tout ce que vous racontez là, ce sont de pures balivernes. Je déclare donc ces accusations nulles. Je déclare l'accusée Nour innocente. Nour, vous êtes libre. Je peux vous demander une faveur. Oui, madame le juge, vous avez un foulard en plus? Un foulard non, mais j'ai un châle. C'est très à la mode en ce moment. Je vous l'offre à l'occasion de votre mariage. Je vous félicite. Don Juan Rachid est devenu un excellent homme et je suis sûre qu'il vous mérite. Nour jette un joli châle à travers la salle. Le châle s'envole doucement jusqu'à atterrir devant madame le juge qui s'empresse de le mettre. Charlie apparaît à la porte de la salle. Tout est prêt, maître. Madame le juge se lève pour rejoindre son mari. Nour est toute souriante alors qu'elle regarde le couple s'éloigner. Monsieur le procureur général a encore un mot à dire. Et moi, madame le juge, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Balayer la salle. Mais je suis procureur général, je ne suis pas balayeur. Vous refusez d'exécuter les ordres de ce tribunal. Vous êtes viré. Madame le juge et Don Juan Rachid, bras dessus, bras dessous, quittent la salle. Ils vivront heureux et auront beaucoup d'enfants, du moins, nous l'espérons. Coco est très content, même s'il n'a pas pu parler directement à Nour. Il est décidé à se couper les cheveux, même qu'il n'ira pas chez Hervé, qui est dangereux, sinon chez le coiffeur du quartier. Aussi, il ne portera plus jamais de maquillage, promis. Plusieurs femmes demanderont dorénavant à leur mari de faire la vaisselle le mercredi, vendredi et dimanche. Celles qui n'en ont pas feront la vaisselle elles-mêmes en attendant. Naïma se dit qu'elle peut très bien porter son foulard bleu brillant avec sa chemise blanche transparente et son jean délavé. Cela fera très in. Et elle en informe Yamina. Cette dernière lui répond que si elle compte sortir ainsi, elle fera mieux de garder son foulard pour un cours de danse orientale. Chourouk veut lire un ouvrage sur les croisades, mais Leïla lui conseille de lire le livre Comment réussir des crêpes salées. Quant à Nour, nous avons essayé d'avoir de ses nouvelles sans succès. Elle a bel et bien disparu. Pourtant, nous la retrouvons dans chaque visage de femme voilée.